Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Donc nous voulons maintenant comprendre le fonctionnement des étoiles. Alors le moteur qui est la source d'énergie des étoiles, c'est la fusion thermonucléaire, c'est-à-dire la fusion d'atomes. Il ne s'agit pas ici de fusion comme de la fusion de la glace en nous, mais bien de fusion d'origine nucléaire. Alors pour ça, il faut donc comprendre un peu les atomes. Alors on va parler un peu des atomes, mais pas beaucoup, juste ce dont on a besoin. Mais il est tout de même amusant de se dire que pour comprendre les plus gros objets de l'univers, que sont les étoiles, il faut comprendre les plus petits objets de l'univers, que sont les atomes. Alors, les atomes sont composés de 3 types de particules. Les protons, les neutrons et les électrons. Alors les protons sont des particules assez grosses, par rapport aux électrons par exemple, massives, très massives, et elles sont chargées d'une unité élémentaire d'électricité positive. Donc une charge électrique positive élémentaire. Les neutrons sont de masse à peu près semblable aux protons, ils ressemblent beaucoup aux protons, sauf qu'ils sont neutres, ils n'ont pas de charge électrique. Et enfin les électrons, qui sont de toutes petites particules, 1000 fois plus légères que les protons, c'est d'ailleurs pour ça que ce sont eux qui essentiellement transportent le courant électrique, parce qu'ils sont très légers, très mobiles. Ils portent une unité de charge électrique négative, donc exactement opposée à celle du proton. Là, donc, un atome est constitué d'un noyau qui est petit, compact, constitué de protons et de neutrons. Les électrons, eux, sont situés autour. On les représente parfois comme effectuant des orbites autour du noyau. Cette image est un peu trompeuse. Ils forment plutôt une espèce de nuage électronique situé autour du noyau. Les atomes, dans leur état normal, sont neutres, c'est-à-dire globalement pas de charge électrique. En fait, ils ont le même nombre de protons que d'électrons. Et donc, comme ils ont des charges exactement opposées, le total de la charge électrique donne 0. Si on enlève quelques électrons à l'atome, ou si au contraire on rajoute quelques électrons, alors on parle d'atomes ionisés ou d'ions, cations et anions, avec l'atome portant alors une charge électrique, négative ou positive. Les électrons qui sont autour peuvent être arrachés de manière relativement facile par rapport aux énergies en jeu dans le thermonucléaire. Les énergies en jeu ici pour arracher les électrons ne sont pas gigantesques. Les réactions chimiques suffisent pour arracher des électrons. On peut aussi utiliser divers rayonnements électromagnétiques tels que la lumière visible, les ultraviolets, les rayons X ou les rayons gamma. Des chocs violents entre atomes peuvent aussi arracher les électrons et les ioniser. La chimie en elle-même est simplement due au fait que les électrons sont en couche extérieure, le nuage électronique a une certaine structure, et quand les deux nuages électroniques de deux atomes viennent en contact, il peut y avoir des échanges d'électrons, des mises en commun d'électrons qui abaissent l'énergie de l'édifice complet, donnant une liaison moléculaire. La structure des électrons du nuage électronique est due aux protons. Les protons ayant une charge positive, ils attirent les électrons qui ont une charge négative, les charges opposées s'attirent, et ils créent une zone de potentiel chargée positivement qui attire et structure le nuage électronique. Et donc, la chimie de l'atome est dictée par cette structure du nuage électronique, et donc par la présence des protons. C'est donc le nombre de protons qui fixe les propriétés chimiques de l'atome. On classe habituellement les atomes dans le tableau périodique des éléments, que vous avez certainement vu à l'école, au moins au mur, et on les classe en fonction du nombre de protons, 1, 2, 3, 4, jusqu'à une bonne centaine. Et on leur affecte une lettre caractéristique de leur nom. Pour donner quelques exemples simples, les plus légers, on a le plus léger de tous, c'est l'hydrogène, avec un seul proton.
et on le note H, H pour hydrogène. L'hélium a 2 protons, He pour hélium. Plus loin, on trouve par exemple le carbone, C, avec 6 protons. L'oxygène, O, avec 8 protons. Donc c'est pas toujours les initiales parce que les noms viennent du latin, voire d'autres langues. Par exemple, le Na pour le sodium vient de natrium, un nom latin. Et le W pour le tungstène vient en fait de Wolfram, un nom allemand. Donc c'est pas toujours les initiales, mais souvent c'est les initiales des éléments chimiques en français. Les neutrons, eux, ne participent pas à ça. Ils ne participent pas aux propriétés chimiques de l'atome, ou peu s'en fout, peut-être pour les plus légers. Tout ce qu'ils font, c'est changer la masse de l'atome, puisqu'ils sont aussi massifs que les protons. Ils contribuent de manière égale à la masse de l'atome. Et en plus, ils stabilisent le noyau. Donc l'assemblage des protons, les protons ont tendance à se repousser parce qu'ils ont la même charge électrique, et les neutrons viennent stabiliser cet édifice. Si l'édifice n'est pas stable, ce qui est fréquent, l'atome va se désintégrer, le noyau va se désintégrer en un temps d'une durée variable selon les types selon les noyaux, et la désintégration forme ce qu'on appelle la radioactivité. Par exemple, un neutron peut se transformer en proton. Ce faisant, on l'appelle radioactivité bêta, parce que ce faisant, il émet un électron assez rapide et un neutrino, les neutrinos dont nous avons parlé, et qui joueront un rôle dans cette histoire. On peut avoir d'autres formes de radioactivité, comme l'éjection d'un proton, l'éjection d'un neutron, ou plus souvent, parce que cette structure est particulièrement stable, c'est l'éjection d'un noyau d'hélium, appelé aussi particule alpha, composé de 2 neutrons et 2 protons. On peut aussi avoir simplement un réarrangement des neutrons et de protons dans le noyau qui se disposent autrement, en une forme un peu moins énergétique, et émettent alors un rayonnement gamma. Les énergies qui sont en jeu sont d'un tout autre ordre au sein du noyau, parce que il y a 2 interactions. Il y a l'interaction électromagnétique, nous allons en reparler, l'interaction nucléaire. L'interaction nucléaire, c'est ce qui lie les protons et les neutrons. Cette interaction est beaucoup plus forte que l'interaction électromagnétique. Pour comparer, on dit souvent que la force électromagnétique, si elle est une piscine, alors la force nucléaire, c'est une mer, un océan. Ça donne une idée des différences d'intensité de ces forces. Et donc les énergies en jeu dans le noyau sont beaucoup plus considérables. C'est pour ça qu'un atome dont les électrons sont excités et puis qui retombe dans un état moins excité va émettre le surplus d'énergie sous forme d'un rayonnement, souvent dans le domaine du rayonnement visible, peu énergétique. Et tandis qu'un noyau, lui, émet des rayons gamma très énergétiques. Lorsque 2 noyaux ont le même nombre de protons, on a le même élément chimique, mais s'ils ont des nombres de neutrons différents, on parle d'isotope. Un terme que vous avez sûrement déjà entendu parler, on en parle par exemple en médecine. Quand on dit la médecine des isotopes, ça consiste en fait à utiliser des isotopes radioactifs d'éléments naturels, donc des atomes avec un nombre différent de noyaux, de neutrons, et qui s'avèrent radioactifs, cette radioactivité pouvant jouer un rôle médical de différents ordres. Ça peut être pour tracer les fluides dans le cerveau, dans le sang, pour aussi, même pour des radioactivités plus puissantes, pour traiter des maladies comme le cancer. Alors, pour ce qui est des différents isotopes, vous avez donc l'hydrogène qui contient un proton. Et rien que ça. Le deutérium, appelé aussi hydrogène lourd, noté D, contient le noyau a un proton et un neutron. Le tritium, ou hydrogène super lourd, a un proton et 2 neutrons. L'hélium, dit hélium 3, qui est le moins abondant, a 2 protons et 1 neutron. Et l'hélium 4, qui est le plus abondant, a 2 protons et 2 neutrons.
Ce sont les seuls isotopes possibles pour ces deux types d'éléments. Les différents atomes correspondant à les propriétés chimiques données sont appelés des éléments chimiques, d'où le nom de tableau périodique des éléments. Les seuls isotopes possibles pour ces deux éléments-là, hydrogène et hélium, sont ceux que je vous ai cités. Les autres n'existent pas. Simplement parce que là, le noyau est tellement instable qu'on n'arrive même pas à le former. Le noyau ne peut même pas se former. Donc ce sont les seuls possibles. Ils sont tous stables, sauf le tritium. Le tritium va se désintégrer par radioactivité bêta pour donner de l'hélium 3. Alors on note ce genre de transformation comme en chimie. On a l'élément de départ que l'on note. Alors je vais d'abord vous donner la règle pour une notation. On note le deutérium D et le tritium T, mais habituellement en physique nucléaire, on note les éléments par la seule lettre, celle de l'élément. Par exemple, pour l'hydrogène, deutérium, tritium, on note H. Et on note un élément avec deux chiffres X et Y, situés en haut et en bas à gauche. X donne le nombre de neutrons plus les protons, c'est-à-dire la masse totale du noyau, puisque les neutrons et les protons ont des masses sensiblement identiques, et Y est le nombre de protons. Et la lettre, ici, est celle de l'élément chimique. C'est la notation habituelle. Alors, pour les exemples que j'ai donnés, hydrogène, c'est H11, deutérium, c'est H21, tritium, c'est H31, l'hélium 3, c'est HE32, et l'hélium habituel, hélium 4, c'est HE42. Tout simplement. Alors revenons à notre tritium. Donc celui-ci va se désintégrer, donc on le note comme en chimie, on a un élément H31 qui représente le tritium, un proton et un proton plus deux neutrons. Et celui-ci va se désintégrer, c'est-à-dire qu'un de ces neutrons va se transformer en proton, ce qui va donner hélium 3, 2. On a toujours le même nombre de neutrons et protons, mais un des neutrons est devenu un proton. Et lors de cette transformation, on a émission d'un électron et d'un neutrino. Donc le neutron devient proton plus électron plus neutrino. Donc la charge électrique est conservée. Le proton et l'électron ayant des charges opposées. Cet électron et ce neutrino sont en général assez énergétiques. Ils ont une grande vitesse d'éjection. D'où le terme de rayon bêta, plutôt que de dire électron. Une autre transformation capitale pour nous, c'est la fusion. Alors la fusion thermonucléaire, ça consiste à avoir deux noyaux qui à un moment donné vont se toucher et ils vont fusionner. Les neutrons et les protons formant alors plus qu'un seul noyau. Lors de ce processus, il y a fréquemment l'émission de l'une ou l'autre particule excédentaire pour former un noyau stable ou avec une radioactive avec une longue période de stabilité, et émission également de rayons gamma, en général très très énergétiques. La fusion de deux noyaux, en tout cas pour les noyaux légers, dégage énormément d'énergie. Comme je le disais, il y a deux forces qui interviennent. Il y a la force nucléaire qui lie les protons et les neutrons. Celle-ci est très puissante. Très très puissante. Mais elle est de très courte portée. Grosso modo, à peine plus que la taille d'un proton ou d'un neutron. Au-delà, la force nucléaire devient pratiquement nulle. Elle agit donc à très courte portée pour lier les protons et les neutrons entre eux. La force électromagnétique, qui est l'autre composante, c'est celle des ondes électromagnétiques, des champs magnétiques, des champs électriques. Et ici, c'est les interactions électrostatiques entre charges électriques. Par exemple, les protons se repoussent, ils ont la même charge électrique, et donc deux noyaux chargés positivement
vont avoir tendance à se repousser. Cette interaction est beaucoup plus faible que la force nucléaire. Rappelez-vous, la piscine et l'océan. Mais l'interaction électromagnétique agit à grande distance. Elle diminue comme le carré de la distance. Donc si on double la distance, elle est 4 fois plus faible. Mais 4 fois plus faible, c'est pas 0. Elle diminue, mais ne s'annule pas. Et donc, elle agit à grande distance. Et donc, les noyaux ont tendance à se repousser à cause de leur charge électrique. Ils ne se rapprochent pas facilement. Il faut donc exercer sur eux une force exprès pour les rapprocher, jusqu'à ce qu'ils entrent en contact et que la force nucléaire puisse agir. Alors, il faut pour ça fournir des énergies énormes, et parce que la répulsion est grande, et c'est donc fort difficile. Alors un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Imaginons, on a un noyau de deutérium, en noir le neutron, et un noyau de tritium. Ceux-ci sont situés à distance raisonnable, comme dans de la matière ordinaire, dans de l'eau, disons, et la force de répulsion est relativement modérée, assez faible. Suffisamment faible pour que les liaisons chimiques puissent former, par exemple, des molécules d'eau. Si on approche les deux, la force devient beaucoup plus grande. Elle augmente fortement et elle repousse les noyaux. Si on veut encore les approcher, alors la force de répulsion devient vraiment gigantesque, vraiment énorme. N'oublions pas que c'est avec le carré de la distance. Donc si par exemple, on doit les rapprocher 10 fois plus, la répulsion devient 100 fois plus grande. Et à un moment donné, à force de les rapprocher, avec une force suffisamment grande, ils vont entrer en contact. Et là, la force nucléaire peut entrer en jeu. Les nucléons, les protons et les neutrons s'appellent sous le nom de collectif de nucléons. Les nucléons sont en contact, ou presque, et la force nucléaire va à ce moment-là prendre le relais, supplanter la force électrostatique et former un nouveau noyau. Il se fait que ce noyau-là n'est pas stable, il émet un neutron, le neutron s'échappe, et on se retrouve avec un noyau d'hélium, 2 protons, 2 neutrons, et un neutron qui est éjecté. Il y a aussi émission de rayons gamma lors de ce réarrangement des nucléons. L'énergie dégagée est énorme. Les rayons gamma sont dits des rayons gamma durs, très énergétiques. Et les neutrons sont éjectés avec une très grande vitesse. On parle de neutrons très chauds. On parle de température de neutrons. Ou de neutrons rapides. Et ces neutrons rapides sont même fort destructeurs d'ailleurs. Parce qu'ils rentrent facilement dans les noyaux, ils sont neutres, ils ne sont pas repoussés. Ils rentrent facilement dans d'autres noyaux et peuvent littéralement détruire les noyaux. Alors, encore faut-il donc rapprocher les noyaux. Alors comment faire? Puisqu'il faut fournir une force énorme. Alors on ne peut pas prendre 2 noyaux avec les mains et les rapprocher. Donc il faut les rapprocher par un artifice physique. Et il y a un moyen simple, c'est de leur communiquer une vitesse suffisante. Si on jette 2 noyaux l'un sur l'autre à très grande vitesse, oui, ils vont se repousser et ils vont ralentir. Mais si la vitesse est suffisante, ils n'auront pas le temps de ralentir assez pour éviter la collision. Ils vont se heurter et fusion. On peut obtenir cette vitesse de 2 manières. On peut soit projeter les noyaux, c'est la technique de fusion dite inertiale. Nous n'en parlerons pas dans cet exposé qui concerne les étoiles. Et l'autre manière, c'est simplement de les chauffer, de leur communiquer une très haute température, puisque la chaleur, la température, c'est le reflet de l'agitation thermique. Ce sont les atomes qui bougent, se heurtent et vibrent, vont dans tous les sens. Et plus la température est élevée, plus l'énergie thermique est élevée, plus la vitesse des atomes est élevée.
Et donc, avec une température suffisamment grande, les noyaux vont avoir une vitesse suffisamment grande que pour se rapprocher, se heurter et fusionner. Attention, on ne parle pas ici de température qu'on obtiendrait avec une cuisinière au gaz ou avec un chalumeau. On parle de températures énormes. Les énergies nucléaires sont énormes, la répulsion des atomes, quand ils sont très proches, est vraiment énorme. Il faut atteindre des températures qui se chiffrent en millions de degrés. Et plus les noyaux sont gros, plus ils ont de protons, et plus la répulsion sera forte, parce que la charge électrique sera plus importante. Donc les gros noyaux sont plus difficiles à rapprocher, il faut des températures beaucoup plus grandes. Alors, dans quel cas c'est le plus simple? Le plus simple, c'est quand il y a qu'un seul proton, comme ici. Et il se fait que la présence des neutrons facilite le processus. Et la fusion la plus facile est obtenue avec le deutérium et le tritium. Ensemble, il faut approcher les neutrons, mais pas trop parce que les protons, parce que les neutrons se mettent plus près et permettent la fusion, permettent à la force nucléaire de prendre le relais. Cette fusion, avec le deutérium et le tritium, se produit à 2 millions de degrés. Seulement. Toutes les autres font des températures plus grandes. Et c'est donc pour ça que, sur Terre, pour les créations humaines, c'est ce qu'on utilise. Comme combustible, pour le thermonucléaire, on utilise le deutérium et le tritium. Et par exemple, c'est utilisé dans les centrales à fusion contrôlée, comme le jet russe ou ITER, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un prototype en construction, un prototype de centrale énergétique, qui va utiliser la fusion thermonucléaire. On piège les noyaux, les ions, dans des champs magnétiques en forme de bouée, de donuts, et la température à l'intérieur d'une chambre à vide est portée à plus de 2 millions de degrés, ce qui permet de faire fusionner le deutérium et le tritium. Évidemment, ce genre de technologie est complexe et très difficile à maîtriser. De plus, ces neutrons rapides, très destructeurs, peuvent rapidement abîmer les blindages. L'autre utilisation, plus ancienne, c'est l'utilisation dans les bombes thermonucléaires. Alors, dans les bombes thermonucléaires, là, on ne s'amuse pas à chauffer le mélange, on met un détonateur. Et ce détonateur n'est rien d'autre qu'une bombe atomique. Une bombe atomique, qui fonctionne avec de l'uranium ou du plutonium, dégage des températures de plusieurs millions de degrés et permet donc de déclencher la fusion thermonucléaire. Une bombe atomique a une masse limitée, parce que c'est la masse critique à laquelle explose l'uranium ou le plutonium, donc on ne sait pas fabriquer de très grosses bombes atomiques. Elles sont déjà assez destructrices comme ça, rappelons-nous d'Hiroshima et de Nagasaki. Par contre, la fusion, c'est pas limité. On peut mettre autant de deutérium et de tritium qu'on veut. Plus on en met, plus c'est grand, plus c'est puissant. Et donc, on met une bombe atomique comme détonateur, une grosse bombe thermonucléaire, et on fabrique ainsi un missile intercontinental capable de détruire un pays pratiquement d'un seul coup. En tout cas, un petit pays comme le mien, comme la Belgique. Un seul de ces super missiles suffirait à raser le pays de la carte du globe. Ce qui donne une idée aussi des énergies qui sont en jeu dans la fusion thermonucléaire, c'est des énergies colossales. Mais le deutérium et le tritium ne sont pas fréquents dans la nature. Donc ça fonctionne différemment dans la nature. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous sommes maintenant suffisamment armés pour comprendre comment fonctionne la fusion thermonucléaire à l'intérieur des étoiles. Je vous remercie.